Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Et pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est encore gravée dans ma mémoire. Elle se déroule en deux parties, chacune ayant à sa manière défrayé la chronique à une semaine d'intervalle. Nous sommes à Pontoise, dans la région parisienne, le 12 mars 1980. Âgé de 25 ans, Claude Marel est condamné à 20 ans de prison pour homicide. Sa victime est son employeur, Louis Dulac, le responsable d'une succursale du Crédit de Pontoise. Claude a dérobé plus d'1 million de francs dans l'établissement. Mais contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un crime crapuleux. Marel n'a pas été surpris par Dulac en train de forcer le coffre. Il ne l'a pas tué. Non, le crime a été commis sans armes, sans effraction et sans violence. Claude Marel travaille aujourd'hui sur les marchés de primeurs. C'est un homme fatigué, usé. Et c'est avec une certaine émotion parfois ironique qu'il a accepté 25 ans plus tard de revenir exceptionnellement sur les faits. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Ça, c'est la devise de M. Dulac, ça. Ouais. Pas un pet de travers, il fallait surtout pas que... Il fallait qu'on se la carreau, quoi. C'est un type qui avait aucune humanité. Pour lui, on n'était que des objets. Les employés, bah, c'était des stylos à billes. On était deux, mon pote et moi, on était des caisses enregistreuses, quoi. Voilà, c'est tout. Les dactylos, mais je déconne pas, c'est la vérité. Les dactylos, pour lui, c'était des machines à écrire, quoi. Voilà, c'est tout. Et à l'époque, on était deux aux caisses. Il y avait Jean-Pierre et moi. Il était cool, Jean-Pierre, d'ailleurs. C'était un brave mec. L'agence devait fonctionner comme une horloge suisse. Et quand le moindre grain de poussière était décelé dans le mécanisme, M. Dulac explosait. Un jour même, nous avons frôlé le drame. Une femme de ménage avait oublié de vider une corbeille. Comme elle était partie et que Claude était son bouc émissaire, c'est à lui qu'il s'en est pris. J'ai bien cru qu'il allait se jeter à la gorge du malheureux. En revanche, Claude, il est resté impassible. Il a attendu que l'orage passe. C'était juste après l'épisode des bonbons. Ah ouais, l'épisode des bons becs, ouais, bon, enfin, c'était un jobard, quoi, c'était un vrai maniaque. Bon, c'est-à-dire que moi, pendant le boulot, à ce moment-là, encore maintenant d'ailleurs, j'aimais bien manger un petit bonbon, un petit gâteau, un petit chocolat, c'est vrai, ça détend, ça donne un peu d'énergie, il n'y a rien de mal. Vous imaginez maintenant quelqu'un qui se engueulait parce qu'il mangerait un petit bonbon au bureau, quoi, c'est n'importe quoi. Et puis, bon, bah, c'est vrai que ce soir-là, j'ai merdé parce que j'ai oublié mon paquet de bonbons dans le casier des grosses coupures. Alors, il faut dire une chose, c'est que ce type, mais au moins 10 minutes avant, il passait au bureau avant tout le monde pour inspecter, pour vérifier si tout était bien rangé, bien mis en place, à se demander s'il reniflait pas comme un chien policier pour voir s'il y a quelque chose, quoi. Et donc, évidemment, il est tombé sur le paquet de bonbons dans le casier. Oh putain, j'ai pris un sermon. Mais alors, ça a duré une demi-heure, l'histoire. L'ordre établi, sans ordre, l'homme n'est qu'un animal débile, le monde est fait d'ordre et de rigidité, je sais pas quoi. Enfin bon, le désordre, c'est qu'est-ce qu'il disait, le désordre, c'est la ruine de l'homme. Enfin bon, ça dure une demi-heure. Ça dure une demi-heure comme ça. Je me rappelle même plus toutes les conneries qu'il a pu me sortir, mais... Comme d'habitude, après les explosions de M. Dulac à son encontre, Claude est resté inébranlable, imperturbable. Franchement, avec les collègues, nous ne savions pas comment il faisait pour garder tout son calme. Jamais, mais alors jamais, nous n'aurions pu prévoir ce qui allait arriver quelque temps plus tard. Ouais, bah, c'est vrai que les autres, ils étaient toujours un petit peu baba, quoi, de me voir toujours calme. Je répondais pas, j'étais toujours... En fait, je gardais tout à l'intérieur. Et forcément, à l'intérieur, ça bouillait, il fallait bien que ça sorte, un jour ou l'autre. Et puis, bah, effectivement, ce jour est arrivé et... Ouais, je me rappelle, c'était un vendredi même. Il paraît que le battement d'aile d'un papillon peut déclencher un ouragan à des milliers de kilomètres. Claude Marel ne va pas tarder à tester la validité de cette théorie. Ouais, battement d'aile du papillon, enfin... Faut peut-être pas pousser parce que là, non, j'ai fait une connerie, une grosse connerie. Enfin, c'est un gros battement d'aile quand même. Hein.
Non, en fait, j'ai piqué 1 3 529 francs à la banque de Monsieur Ordre. Voilà. 20 ans de prison pour avoir dérobé 1 3 529 francs. Bah oui, 20 ans pour ça, mais en fait, bon, ce soir-là, je suis allé au coffre pour ranger le fric, comme d'habitude. Donc cette fois-ci, 1 3 529 francs. Et puis en ouvrant le coffre, il faut voir l'effet que ça fait. Il y en avait 10 fois plus, 100 fois plus que ce que j'allais y mettre, quoi. Et puis, je me suis dit, c'est quand même con d'en rajouter, quoi. Et le problème, c'est que je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce paquet de fric? Quelle utilisation on peut en avoir, quoi? C'est vrai que moi, j'ai jamais eu vraiment d'argent à ce moment-là, quoi. C'était dur, quoi. Oui, j'arrive, madame. Ouais, alors, tout ce fric, là, j'ai décidé de le garder, en fait, quoi, enfin, pas comme l'aurait fait M. Dulac ou une banque ordinaire, non, mais pour voir ce qu'on pouvait faire avec tout ce paquet de pognon pendant une semaine, de voir ce que ça implique, les rapports avec les gens, enfin, tout ce genre de choses, quoi, voilà. Et puis, donc, ah ouais, j'ai fait un petit mot, j'ai de rire parce que bon, M. Dulac, responsable du Crédit de Pontoise, voilà, pour lui expliquer, en fait, mon geste, mes motivations, quoi, voilà. Ah ouais, puis je lui ai dit, allez faire un petit tour dans votre bureau et dans le coffre pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire le mot désordre. Il était servi, là. Le lundi matin, le coffre de la banque ressemblait, excusez-moi l'expression, à un vrai foutoir. Il y en avait partout. Quant au bureau de M. Dulac, Claude s'était amusé à tout mettre à l'envers. Le bureau, la chaise, les bibelots, les tiroirs, la lampe, tout était à l'envers. C'est sûr, ça faisait désordre. La police met tout en œuvre pour retrouver le voleur. Elle épluche les listes des passagers dans les gares et les aéroports, elle informe Interpol, mais la traque ne donne aucun résultat. Claude Marel a fui en voiture avec 2 jours d'avance et il peut se trouver n'importe où aujourd'hui. Une semaine s'écoule, même si dans le mot qu'il a laissé, Claude Marel avertit qu'il reviendra à Pontoise, Ravel, l'inspecteur chargé de l'enquête, ne se fait aucune illusion. Et il se trompe. Dans la nuit du lundi suivant, Claude Marel réapparaît dans le jardin de la propriété de Louis Dulac. Il escalade une terrasse et se retrouve bientôt dans la chambre de son ex-patron. Il n'a pas l'intention de l'effrayer ou de le persécuter. Il veut simplement lui rendre compte de son aventure, lui expliquer, preuve à l'appui, que l'ordre ne régit pas le monde, bien au contraire, qu'un bon désordre organisé peut rendre follement heureux. Cette nuit-là, j'ai entendu du bruit provenant de la chambre de mon mari. Nous faisions chambre à part depuis son retour de l'hôpital, 3 jours plus tôt. Il avait besoin de repos, il avait failli y rester. Alors là, quand je suis rentré, il dormait déjà, quoi. Il devait rêver à ses liasses de billets, là, bien alignés, bien droites, je sais pas quoi. Ou alors il cauchemardait qu'on lui pique sous, là. Et puis, j'en ai profité pour inspecter sa chambre, ça par curiosité, quoi. Alors c'était bien la chambre de Monsieur Ordre, hein, le petit fauteuil avec une petite robe de chambre bien centrée dessus, mais vraiment comme ça, c'est un truc de fou, quoi. Des petites pantoufles, je sais pas quoi. Il y avait une table de nuit avec des flacons du plus petit au plus grand, puis à côté, là, Nunuche, le portrait avec bien droit, là, avec Madame Dulac à côté. Enfin, je suppose que c'était Madame Dulac, à l'époque, je ne savais pas, quoi. J'étais terrorisée, je ne pouvais rien faire. Pas de téléphone dans ma chambre, et pour sortir, il fallait que je passe par celle de mon mari. Alors ça m'a pris 2 secondes, moi, pour le bâillonner, ligoter Dulac, là. Et puis, j'ai bien vu qu'il était terrorisé, c'est vrai, mais bon, moi, je voulais pas lui faire de mal, je voulais juste pouvoir lui parler, qu'il comprenne quelque chose, quoi, pour une fois, qu'il écoute. Et avant que je me livre à la police, parce que bon, de toute façon, j'avais décidé de me livrer à la police, quoi. Et donc j'ai commencé à lui parler ouais, c'est ça, de l'épisode des bons becs, là, tout ce qui m'avait gonflé pendant une demi-heure, toutes les conneries là qu'il avait pu me raconter, et voilà, quoi. Et ouais, je me rappelle l'argent et la matérialisation de l'ordre dans notre société. Et ben non, Dulac, tu te plantes parce que l'argent c'est la merde, c'est le désordre. C'est justement le contraire.
Et là, j'ai donc raconté ma petite semaine. Et pour cette semaine de folie, Marel ne se refuse rien. C'est d'ailleurs lors d'une soirée bien arrosée dans un restaurant cannois qu'il rencontre la belle, la très belle Vanessa, qui à l'époque joue les escort girls sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, Vanessa est une femme mariée, mère de 2 ravissants garçons. C'est donc pour des raisons que vous comprendrez aisément qu'elle a tenu à conserver l'anonymat. Oh, bah, j'ai tout de suite repéré, Claude. Il y avait de l'argent qui dépassait de ses poches, là, comme ça. D'ailleurs, il en distribue partout. Alors, quand il s'est planté devant moi, comme ça, et qu'il m'a dit, bah, est-ce que je peux vous louer toute une semaine entière? Moi, j'ai dit, évidemment, oui, tout de suite, quoi. Et là, je lui ai demandé à Dulac, hein, franchement, là, monsieur Dulac, louer un être humain pour une semaine, c'est ça l'ordre? Mais une semaine, mais de folie, quoi. Les grands hôtels, les casinos, les jets privés, avec le champagne qui coulait à flot, le caviar au petit déjeuner. Enfin, j'ai même eu droit à un week-end à Rome avec shopping dans les grandes boutiques de grandes marques. Enfin, tout tralala, vous voyez. Enfin. Je ne pouvais pas voir Louis, mais j'imaginais son état en entendant toutes ces horreurs et tout cet argent gaspillé. Bah ouais, d'accord, ça c'était de l'argent gaspillé, mais bon, ça c'était par rapport à mon expérience. En fait, moi, le problème, c'est que je voulais lui mettre les points sur les i à mon patron, quoi. Alors je lui ai dit, avec ton sale fric, toutes les femmes te tombent dans les bras, tu peux acheter tout ce que tu veux, même ce qui n'est pas à vendre. Et c'est vrai, quoi. D'un seul coup, tu deviens le plus beau, le plus drôle, le plus intelligent, tu fais ça avec du pognon, il se prosterne à tes pieds. Et là, je l'ai regardé les yeux dans les yeux, je lui ai demandé s'il trouvait vraiment que l'argent apporte l'ordre. Alors là, il était livide. Ben, comment vous dire, il y a quelque chose que je comprenais pas, quoi. J'arrivais pas à comprendre. J'ai l'impression qu'il promettait pas vraiment, Claude, quoi. Et ben c'est après, en fait, qu'il m'a dit qu'en fait, il faisait une expérience. Et là, franchement, moi, j'ai pas compris tout de suite, quoi. Et donc, j'expliquais ça à Dulac en le détachant, tout doucement, en lui parlant tranquillement, pour lui dire que, justement, c'était son sale fric qui était responsable du désordre, que c'était de la foutaise, c'était de la merde, tout ça, quoi. Et là, j'ai vu dans ses yeux de la haine, une sorte de douleur. À mon avis, c'était ça parce qu'il n'était pas habitué à être dans cette situation, à être en dessous. Et puis de tout ce qu'on pouvait lui raconter sur son pognon, il était offusqué, livide, je sais pas quoi. Enfin bon. Et en fait, ben là, je me plantais quand même un peu parce que s'il souffrait, c'est parce qu'il était en train de claquer, quoi. Il était en train de me faire une crise cardiaque. Et il est mort comme ça d'un seul coup. J'ai rien pu faire. Quand j'ai compris, je me suis précipitée dans la chambre de mon Louis, mais il était trop tard. Son cœur n'avait pu supporter un tel désordre. La seule chose que j'ai pu faire, c'est d'insulter son assassin. Donc ben, je suis resté assis sur le lit. Madame Dulac est arrivée à ce moment-là, et évidemment, elle me traitait de tous les noms, quoi. Moi, je n'ai pas bougé, je suis resté comme ça. Et après, elle a appelé la police et j'ai rien fait. Je suis resté comme ça, je n'ai pas bougé. Claude Marel a été condamné à 20 ans de prison pour vol, détournement de fonds, homicide, violence, cruauté mentale. Un palmarès impressionnant que les jurés n'ont pas apprécié. Il est vrai qu'un employé de banque dévalisant son employeur, puis le torturant à petit feu, leur donnait de bonnes raisons d'être sévères. Aujourd'hui, nous savons que Claude Marel n'était pas informé de la maladie de cœur dont souffrait Dulac. Nous savons aussi que ses intentions n'étaient nullement de le tuer. Non, ce que désirait Claude, c'était tout simplement prouver à son patron qu'il se trompait, que l'ordre et l'argent ne contribuent que médiocrement au bonheur. Marel voulait lui prouver qu'un battement d'aile de papillon peut déclencher un ouragan à des milliers de kilomètres, quitte à le payer au prix fort. Houleuses ou cordiales, les relations de voisinage sont la plupart du temps le fruit du hasard. Sauf lorsqu'une personne décide délibérément, mais en secret, d'en côtoyer une autre. C'est ce que nous allons découvrir au fil de cette histoire, qui m'a bouleversé, je dois le dire, et qui met en scène les Bernard, un couple de cafetiers, et Josette Dandreau, dite Jojo, une jeune femme mariée et mère de 2 enfants. À force de partager le même palier, Josette, Bernard et Jojo sont devenus des amis inséparables, jusqu'au jour où un drame les sépare.
Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Donc t'as vu un petit rafraîchissement aujourd'hui, c'est tout. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc je te en 2 minutes, je te laisse patienter. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Josette est morte il y a 10 ans maintenant. Ça m'a bouleversée. On était très très proches, toutes les deux. Elle s'est fait renverser devant son café par une moto, c'est tellement bête. Est-ce qu'on a bien fait de venir s'installer ici? Je me pose encore la question. Si on était resté en Bretagne, je pense que ma femme serait toujours vivante. J'aurais jamais dû accepter ce déménagement, mais elle a tellement insisté. Cela dit, on s'est fait des amis ici, hein. Et puis le restaurant, il marchait bien. Et puis Josette était tellement heureuse de passer du temps avec Jojo. Je me dis que les dernières années de ma femme ont été merveilleuses. Et ça me console. On parlait de tout avec elle. C'était extraordinaire. C'était vraiment une confidente. On s'est payé aussi de ses fous rires parfois. On aimait bien en particulier, mais évidemment très très discrètement, se moquer des clients du café. Et on parlait aussi de choses très, très sérieuses. J'ai eu une enfance vraiment difficile. En fait, mon père m'a... Enfin, je suis née de père inconnu et ma mère ne m'a pas reconnue à la naissance. Et elle n'a jamais essayé de me retrouver. Et j'ai nourri envers elle une haine absolument terrifiante, qui ne s'est jamais défaite, en fait. Et je voyais bien que tout ce que je pouvais dire à ce sujet-là choquait Josette. Elle essayait tout le temps de détourner la conversation. Et je pense en fait que c'était pour m'éviter d'avoir du chagrin. Josette, c'était ma sœur. On était filles de paysans. Et on s'aimait beaucoup. Bon, évidemment, on n'a pas du tout le même destin. Moi, je me suis mariée avec Henri, l'agriculteur, et elle s'est lancée dans la restauration, elle a quitté la région. Parce que, dans sa jeunesse, elle a eu un petit traumatisme. Dans le village, il y a une grande maison. On l'a toujours appelée le château. Et elle n'était habitée que pendant les grandes vacances, par une famille de Parisiens, de bourgeois parisiens. Je tais le nom. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque, hein. Je le criais haut et fort. Et dans cette famille, il y avait un fils. Ils avaient un fils, il était beau, c'était un beau Parisien. Et il était un peu plus âgé que Josette. Il devait avoir 17 ans à cette époque-là, puis ils ont eu une histoire d'amour. Mais en septembre, elle pleurait. Mais à ce moment-là, il était reparti à Paris, lui. Puis elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Oui. À une époque où être fille-mère est une calamité, la honte s'abat sur la famille. Contre la vie de sa mère, contre les menaces de son père, Josette s'acharne à vouloir garder l'enfant. Elle n'a dès lors aucune alternative. Avec l'aide d'Antoinette, sa sœur cadette, elle quitte ses parents et s'enfuit à Paris pour retrouver son amoureux. Le garçon saura-t-il la comprendre et l'aider? Décidera-t-il de l'épouser et de reconnaître le nouveau-né? Quand elle débarque à Paris, Josette est pleine d'espoir. Ma femme m'a raconté qu'à cette époque-là, elle avait essayé d'entrer en contact avec le jeune homme. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a fini par trouver l'adresse de l'appartement des parents. Dans un quartier huppé, dans le 16e arrondissement de Paris, je crois. Des gens très riches, hein. Elle a été sonnée chez eux, et une bonne a ouvert. Et après avoir parlé un certain temps avec elle,
La bonne lui a appris que, en fait, le jeune homme a été mis en pension chez les jésuites. Josette n'a pas osé demander à parler aux parents. Et puis pour leur demander quoi, hein? Je suis fille de paysan, enceinte de votre fils. Pouvez-vous m'aider? Vous imaginez leur réaction? Et puis elle est allée accoucher à Paris. Et elle a une petite fille. Elle lui a donné son nom. Mais aussitôt née, aussitôt donnée à l'assistante sociale. Moi, c'était juste pour quelques jours, une semaine, un mois, le temps qu'elle trouve du travail. Parce qu'elle faisait des petits boulots. Elle allait de chambre d'hôtel en chambre de bonne. Et puis, elle gagnait à peine de quoi vivre. Alors, vous comprenez bien, on peut pas, avec pratiquement rien, prendre en charge un enfant. C'est pour ça, dépitée, brisée, elle est revenue vivre à la maison, chez les parents. Ça a été très dur pour ma femme. C'était un constat d'échec, c'est sûr. Au début, elle est restée quelques mois chez ses parents. Elle avait peur de revoir le Parisien, le père de son enfant. Alors elle a quitté le village. C'est à cette époque-là que je l'ai rencontrée. Je venais juste de prendre mon premier café en gérance et je l'ai engagée comme serveuse. Et puis on s'est mariés. Bon, je sais très bien qu'elle n'a jamais été très amoureuse de moi. On s'épaulait, on s'aimait bien. Je sais que sa fille perdue a pris toute la place dans son cœur. Je veux dire que Josette, elle était obsédée par le désir de retrouver sa fille. Elle ne parlait que de ça, et je la soutenais. J'ai été placée dans une famille d'accueil. Ça se passait pas trop mal. En fait, les souvenirs finalement sont assez vagues. Je sais que vers 6 ans, j'ai commencé à devenir insupportable. On me grondait énormément. Là-dessus, je vous passe les détails, je n'ai pas commencé à m'apitoyer. Comme ça se passait quand même de plus en plus mal, ils m'ont retirée de cette famille et j'ai été placée dans un foyer. Et là, je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment très, très dur. Je me suis faite quelques amis. En fait, c'était des filles, on était tous dans la même situation. Et je suis devenue très amie avec Nathalie, surtout. On était inséparables. Jojo et moi, on était comme 2 sœurs. On s'était reconstitué une petite famille. On était toujours ensemble. De vraies petites dures. Mais il faut pas se leurrer. On espérait secrètement qu'un jour ou l'autre, une dame viendrait nous chercher et nous dirait « Viens ma chérie, je suis ta maman ». Ça s'est jamais produit. Personne n'est jamais venu nous chercher. Donc, jour en jour, on a détesté un peu plus nos mères absentes. On a grandi avec cette haine. Pendant leurs 10 premières années de mariage, les Bernard travaillent d'arrache-pied. Ils transforment bientôt leur café en restaurant, ce qui laisse à Josette peu de temps libre pour mener à bien son projet secret. Je m'en veux un peu d'avoir accaparé Josette. Josette n'arrêtait pas de me parler de sa fille. Elle voulait la retrouver coûte que coûte. Mais je lui laissais pas le temps pour faire des démarches. Il aurait fallu la rechercher. Aller à Paris peut-être, faire des démarches administratives. Mais tout ça, il faut du temps pour le faire. Et Josette n'en avait pas. Remarquez, si elle avait eu le temps, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Hein. Elle avait honte d'avoir abandonné sa fille. Et elle avait peur de se retrouver en face d'elle. Ah, elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas. Ça ressassait dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. Eh bien, figurez-vous qu'à un moment, j'ai tapé sur la table. Et j'ai dit, si tu veux la revoir, ta fille, c'est maintenant ou jamais. Il fallait qu'elle trouve une bonne solution, qu'elle s'y mette, qu'elle prenne le taureau par les cornes. Eh bien, figurez-vous que le coup de gueule que je lui ai donné, eh bien, ça a porté ses fruits. Elle a harcelé l'assistance publique. Et elle a réussi à avoir des renseignements pour suivre les traces de la gamine. Et elle a réussi à la suivre jusqu'à l'âge de 18 ans. Après... Un soir, je me souviendrai toujours. Josette est arrivée en trombe au café. Elle avait retrouvé sa fille. Elle était contente et épouvantée en même temps. La petite habitait dans l'Isère.
Elle avait 23 ans, elle était assistante sociale. Ma pauvre Josette pleurait. J'ai essayé de la consoler un peu, mais dès le lendemain matin, elle voulait tout bouleverser. Elle voulait absolument vendre le café et qu'on parte s'installer dans l'Isère. Elle voulait vivre à côté de sa fille et rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et effectivement, les Bernard vendent leur café-restaurant et ouvrent un autre établissement dans l'Isère, dans la commune où habite précisément la fille de Josette. Mais comment trouver le moyen de l'approcher sans éveiller ses soupçons? Comment nouer un contact sans risquer de se faire démasquer et aussitôt rejeter? Afin de connaître ses habitudes, Josette espionne sa fille des semaines durant, jusqu'à ce que dans un magasin, une première occasion se présente de l'aborder. La première fois qu'on s'est parlé, écoutez, je crois que c'était à la supérette du coin, autour d'une boîte de conserve, vraiment un truc tout bête. Et on en était resté là, et puis on s'est recroisés régulièrement. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle tenait un café-restaurant avec son mari dans le coin. Et puis alors là, j'étais pas allée, moi, dans un bar depuis des années. Et allez savoir pourquoi, un matin, je me suis arrêtée. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, à la supérette et puis au café. Et on a commencé, au fil des semaines, à devenir très très amis. Et malgré, parce qu'on a quand même une différence d'âge, hein, malgré la différence d'âge, c'était pas du tout un problème. Et voilà, j'avais confiance en elle. Et puis, le jour où elle a retrouvé sa fille, je peux vous dire, elle m'a rappelé, elle m'a raconté comment ça s'était passé cette première rencontre. Et après, chaque fois que la gamine, elle venait prendre un café dans son café-restaurant, le soir même, j'avais le compte-rendu. Et puis ça a toujours duré comme ça. Et tout le temps. Mais vous savez, moi j'étais vachement heureuse. Hein, parce que j'étais contente pour ma sœur. Parce qu'elle l'a toujours aimé, sa fille. Et ben, figurez-vous, eh bien c'est qu'au fur et à mesure, le temps passait, puis qu'il y avait une grande amitié qui naissait entre elles. Et la gamine, elle lui a dit que sa mère l'avait abandonnée à l'assistance publique. Et que elle avait une haine pour sa mère et que jamais elle lui pardonnerait. Et la Josette, eh bien elle a gardé en elle le secret. Parce qu'elle se disait, si jamais je livre mon secret, je risque de la perdre une deuxième fois, et cette fois-ci, ça serait pour toujours. Et pourquoi je lui aurais pas raconté ma vie? Mais j'ai pas honte de mon histoire, moi. Mais oui, je lui disais à Josette que j'avais été abandonnée. Oui, je lui disais que je détestais ma mère. Et alors alors c'est vrai qu'avec du recul, là, je m'aperçois de ce que ça pouvait avoir de très violent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Est-ce que je pouvais savoir, moi, que c'était ma mère? Est-ce que je pouvais savoir que je parlais à ma mère? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle s'est pas confiée à moi. C'est tout ce que je comprends pas. Je suis sûre, hein. Je suis sûre qu'aujourd'hui, je lui aurais pardonné. Je suis sûre de ça. Alors que d'habitude, Jojo me téléphonait au moins une fois par semaine, depuis quelques mois, elle m'appelait beaucoup moins. Et à chaque fois, elle me parlait de Josette. Josette par-ci, Josette par-là. Je dois dire que j'en avais ras-le-bol. J'étais jalouse. Jojo et moi, on était très amis. J'avais besoin d'elle et elle m'avait remplacée dans son cœur. Elle s'était fait une nouvelle copine. Le jour où Jojo a décidé de se marier, avec Jean-François, ils ont décidé d'organiser le mariage dans le restaurant de Bernard et Josette. C'est Josette qui a tout organisé. Jojo lui demandait son avis sur tout. Normalement, ça aurait dû être mon rôle. Jojo était devenue comme ma propre fille. Avec Josette, on n'avait jamais eu d'enfant. Josette avait réussi enfin tout ce qui lui tenait à cœur. Elle avait reconstitué sa famille. Bien sûr, elle a été bouleversée à la première naissance,
de Gaston, et ensuite, 1 an plus tard, avec celle d'Émilie. Pour moi, c'était le moment de dire la vérité à sa fille. Mais Josette refusait. Elle me disait, à quoi bon? Qu'est-ce que ça changera? J'ai auprès de moi ma fille, mon gendre et mes petits-enfants. C'est l'essentiel. Pourquoi tout gâcher? Et puis, Josette est morte, bêtement en traversant la rue. Bêtement comme chaque victime d'un accident. Jojo, sa fille secrète, est bouleversée par le décès de son ami. Le lendemain du drame, en lisant l'annonce nécrologique dans le journal local, elle découvre son nom de jeune fille. Et son sang ne fait qu'un tour. Josette Coudron. Même prénom que celui qu'elle porte. Ce n'est pas une surprise, bien sûr. Même nom patronymique. Cette fois, la coïncidence n'est plus permise. Jojo comprend alors que l'attachement que lui témoignait sa voisine était bien plus que de l'amitié. La jeune femme, abasourdie par cette révélation, n'ose pas vérifier son intuition auprès de Robert. Mais le regard triste que le restaurateur lui adresse est plus éloquent qu'une réponse. Une femme, anonyme et discrète, était venue intentionnellement vivre à ses côtés. Elle l'avait serré dans ses bras, l'avait choyé. Elle s'était occupée de ses enfants avec amour. Mais cette femme aimante n'avait jamais eu la force de lui dire « Je suis venu te chercher, ma chérie, parce que tu es ma fille. » Salut patron. Ça va et toi? Ah non, ouais, Avez-vous déjà longé les murs d'une centrale, d'une prison centrale, une de celles qui accueillent les détenus de longue peine? Ils y croupissent pendant des années coupés du monde. La prison qui nous intéresse dans cette histoire est bâtie dans une ville de moyenne importance. À l'heure de la surpopulation carcérale, elle dispose de 140 cellules pour 270 détenus. C'est la raison pour laquelle José Bandera est exceptionnellement seul dans sa cellule. Bandera a grandi dans la rue au rythme des vols à la tire, des arrachages de sacs à main. Et puis, sa dernière agression a mal tourné, il a tué un homme. Certes, le procès a établi qu'il s'agissait d'un accident et non d'un meurtre intentionnel, mais pour autant, José a été condamné à 20 ans de réclusion. Il purge sa peine depuis 3 mois, quand la porte de sa cellule s'ouvre brutalement. Ouais. Pas mal, hein. Voilà. Ben, j'étais là depuis 3 mois seulement. Bon, j'avais déjà fait 2 ans de préventive. On était entassés à 6 hommes dans une boîte à sardines à la maison d'arrêt. Bon, j'ai pas été élevé dans les roses, hein, je vous jure, mais là, c'était pas possible, c'était l'enfer. Et bon, en arrivant dans cette cellule, j'avais l'impression que ma vie devenait un trou noir. 20 ans à tirer, mais rien que d'y penser, je devenais fou. Mais bon, au moins, j'étais tout seul avec mon lit, mon lavabo, mes murs. C'est comme si j'étais anesthésié. Vous voyez ce que je veux dire? La routine, le train-train, tranquille, quoi, dans 8 mètres carrés. C'est de réfléchir le moins possible, c'est ça qui me faisait tenir. Alors, quand j'ai vu entrer l'autre, bah, ça m'a tué, hein. José Bandera ne posait pas de problème particulier. C'était un meurtrier qui ne rentrait pas dans la catégorie des dangereux schizophrènes. Bien sûr, il clamait son innocence, mais ils disent tout ça, j'ai l'habitude. Au vu de son dossier, j'ai pensé que je pouvais le mettre avec quelqu'un. Il avait tué, certes, mais par accident, pas par assassinat. Et de toute façon, on n'avait pas le choix, puisqu'en fait, il était le dernier à vivre seul dans cette cellule. Et c'est là qu'est arrivé le fameux Barroso. Petit, maigre, exactement le contraire de Bandera, en fait. On met une drôle de paire, tous les deux. Lui, il avait pris 18 mois pour voler avec agression. Si j'avais pu me douter. Ce qui m'a le plus frappé, c'était sa carrure. Quel baraque, ce mec! Bon, évidemment, pas bonjour, rien quand je suis entré dans la cellule. C'était pas mon premier séjour en prison, mais on peut pas dire non plus que j'étais un habitué.
ça me fout la trouille et ce type était vraiment du genre pas sympa. Je lui ai proposé de faire une partie de dames et il m'a envoyé promener. Alors bon, j'ai pas trop insisté parce que sinon il m'aurait tapé dessus. Mais il y a un truc qui me travaillait. Je ne connaissais pas ce type, jamais entendu parler, et pourtant, il me disait quelque chose. Mais quoi, où incapable de m'en souvenir. J'y ai pensé un sacré bout de temps avant de dormir. Le gardien m'a dit, tiens, un camarade pour toi. Ah, moi j'avais tellement pas envie. Je voulais juste rester tout seul, hein, tu parles. Comme si j'avais le droit d'avoir un avis. Bon, l'autre, je l'ai même pas regardé. Hein. Je voulais juste qu'il me foute la paix. C'est drôle, hein, parce que d'habitude, en tôle, c'est plus sympa d'être avec un copain. On se tient le moral, on parle de dehors quand on y sera. On arrivait même à se faire des potes pour la vie. Hein. Mais moi, j'étais pas comme ça. Hein. Moi, je voulais être tout seul. Ce mec-là, il me faisait peur. Je saurais pas vous dire, c'était instinctif. Après la première nuit, il faisait toujours la gueule. Alors, j'ai essayé de le faire rigoler un peu en lui racontant mon histoire, mes petits coups, pourquoi j'étais là. Ça aurait pu faire rire quelqu'un d'autre, c'est sûr. Et lui, ça l'a rendu fou. Sans que j'ai eu le temps de rien y comprendre, il m'a sauté dessus. Et effectivement, José Bandera devient subitement fou. Fou de rage et de fureur. Il jure en hurlant qu'il va tuer André. Quand il met ses menaces à exécution et qu'il le frappe, les gardiens interviennent rapidement. Ils séparent les deux hommes et entravent José avec difficulté. José qui préfère toujours des menaces de mort à l'encontre de son co-détenu. J'ai tout de suite été prévenu de ce tapage de la cellule 128. Vous savez, en prison, on ne peut rien prévoir. C'est un monde extrêmement codifié, totalement hors norme. Et on ignore toujours à l'avance ce qui peut se produire. Mais là, je dois reconnaître que j'étais particulièrement surpris de ce pétage de plomb, comme on dit maintenant, de la part de Bandera. Oui, là, il a fallu que je prenne des mesures. Son co-détenu était complètement hébété, plutôt mal en point d'ailleurs, il est parti à l'infirmerie. Quant à Bandera, je l'ai mis à l'isolement parce qu'il était complètement hors de lui, quoi. Il est resté un bon moment. Et je peux vous assurer qu'il était dangereux, autant pour les autres que pour lui-même. D'abord apaisé par les médicaments, José sombre ensuite dans un état d'accablement et d'apathie. Après l'excès de fureur, la dépression. Étrangement, André semble affecté de son côté des mêmes maux. N'ayant toujours pas compris la cause de la bagarre, le directeur décide de réunir les deux hommes dans son bureau afin de leur attribuer des cellules séparées. J'ai vu rentrer deux personnes très affaiblies, surtout le grand José. Je dois reconnaître qu'il avait le dos voûté, les joues creusées. C'est vrai qu'il en avait pris un sérieux coup. D'autant plus que dans l'histoire, c'était quand même lui qui les avait donnés. Mais bon. L'autre n'était pas très flambant, mais c'était pas dans sa nature. C'est José qui a parlé le premier. Je suis innocent, monsieur le directeur. Vous pensez que je connais la chanson? Hé, José! Oh! T'es là, toi? Ça va? Ça va, et toi? Ouais. Quand j'y repense, j'ai mis un bout de temps avant de comprendre. Pourquoi il avait tapé comme ça alors que je n'avais rien fait de mal? C'était pas évident tout de même. C'est à l'infirmerie que j'ai eu la révélation. Allez savoir pourquoi. J'ai, comme qui dirait, reconstitué le puzzle. Vous suivez? J'ai refait le film, quoi. Comme une vision. Mais ça m'a foutu la trouille, alors je l'ai fermé. Puis, c'est quand on est rentré dans le bureau du directeur que José m'a dit « Aide-moi, donne-moi un coup de main. C'est ma seule chance de sortir de là, que tu m'as dit. » Ouais, pourquoi je l'ai écouté, pourquoi je l'ai aidé? J'en sais rien, je l'ai fait, c'est tout. Ouais. Monsieur le directeur, je suis innocent, avait répété Bandera. J'ai pas fait attention. Sauf que, machinalement et un peu ironiquement, j'avais demandé « Mais alors, pourquoi vous êtes là, monsieur Bandera ?» Et là, il m'a répondu « À cause de lui. Je suis là parce que je l'ai tué. » J'ai pas bien compris sur le coup. Je pensais qu'il faisait allusion à la bagarre qu'il y avait eu dans la cellule. J'ai vérifié pour voir si la sécurité est là, juste au cas où ça recommencerait. Et puis Bandera a enchaîné. Je suis pas fou, monsieur le directeur.
On m'a condamné parce que j'ai tué cette personne-là. André, dis-leur que t'es pas mort. Alors là, je les ai regardés tous les deux. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de fou? Je vous jure que quand José m'a demandé de dire que j'étais pas mort, ça m'a fait un drôle d'effet. Bah, évidemment que j'étais pas mort, j'étais là devant eux. N'empêche que j'ai quand même dit au directeur, c'est vrai, je suis pas mort. Je pense que je dirai jamais quelque chose aussi con de ma vie, excusez-moi, mais... Enfin bon, le directeur de la prison était complètement dépassé par les événements. Il y avait de quoi, non? Je vous assure que j'en ai vu des choses tordues dans ma vie de directeur de prison. Mais là, ça dépassait les bornes. Imaginez que quand Bandera a vu Barroso rentrer dans sa cellule, il a vu entrer debout l'homme qu'il avait tué. Fascinant, non? Et il voulait me faire croire à ça. Bien sûr, le directeur de la prison n'est pas dupe de cette mascarade. Il suppose que les détenus se sont mis d'accord pour monter une mise en scène, pour mettre au point un scénario abracadabrant. Mais dans quel but? Que manigance-t-il? Prépare-t-il une évasion? Pris d'un doute, le directeur prend néanmoins le temps de se faire raconter en détail l'histoire peu probable des captifs. Ben, j'ai raconté tout le bazar au directeur. J'étais un peu ému, hein, forcément. Ben, j'étais même plus ému que pendant le procès, parce que je devais penser que c'était peut-être la seule fois où je réussirais à faire croire à cette histoire de dingue. Alors je lui ai tout dit. À l'époque, je traînais du côté de Rouen. Et un soir, j'ai vu un type qui volait le portefeuille d'un mec. Le type, c'était André, mais je ne le savais pas à l'époque, hein, forcément. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de récupérer le larfeuille. Alors, j'ai suivi le type et au bout d'un moment, j'ai mis un coup sur la tête et ça l'a assommé. Bon, j'avais pris un bout de bois, on était au bord de la Seine, et il est tombé dans l'herbe. Bah, je pensais être tranquille, pépère, tu parles. C'est à ce moment-là que ça a commencé à foirer gravement. Car 3 hommes, 3 témoins, se promènent à ce moment-là dans les parages. Ils constatent que José frappe André d'un coup porté à la tête et qu'il fouille ses poches. Il est alors 23 h et dans le noir, ils ont du mal à distinguer la scène. Néanmoins, les hommes se précipitent et parviennent à maîtriser l'agresseur. Il leur faut d'urgence prévenir la police et une ambulance. Les téléphones portables n'existant pas à cette époque et craignant une réaction violente du voyou, les promeneurs décident d'aller ensemble demander de l'aide. Mais quand ils reviennent une vingtaine de minutes plus tard, le corps de la victime a disparu. Le terrain descend en pente douce jusqu'à la Seine et l'herbe est couchée comme si un corps avait glissé. Le lendemain, les enquêteurs fouillent les environs, sondent l'eau du fleuve, ils ne retrouvent pas le corps et concluent à la mort par noyade. Je venais de dépouiller un type et je marchais un peu pour trouver un coin pour dormir. Et là, j'ai senti un coup derrière la tête. En fait, je suis tombé dans les pommes, comme une bonne femme, quoi. Et quand je me suis réveillé, j'ai entendu une voiture de flic, j'ai vu des lumières, alors j'ai eu peur. Alors je me suis taillé. En fait, je me suis laissé glisser jusque dans le fleuve. Et puis le courant m'a traîné un peu plus loin. Après, le lendemain, j'ai bien vu dans les journaux qu'ils croyaient que j'étais mort. Alors j'ai jeté mes papiers dans le fleuve. Puis après, bon, je me suis fait arrêter pour une connerie. Et c'est là que je me suis retrouvé dans la cellule de mon assassin. Je savais bien que je l'avais déjà rencontré quelque part, ce mec. Ben, moi, quand j'ai fini de raconter l'histoire et qu'André a montré la cicatrice là qu'il avait sur la tête, ben, le directeur a bien voulu contacter un avocat. Après, bon, je vous passe les détails, mais l'important, c'est qu'il y a eu un autre procès. Au premier procès, je croyais que j'avais vraiment tué quelqu'un. Et même si c'est pas ce que j'avais voulu, même si c'était un accident, le type était vraiment mort. Là, au deuxième procès, je me suis mieux défendu. Forcément, le mort était là. Le mort était vivant. Bon, j'ai quand même refait un peu de tôle hein, pour l'agression et le vol, mais pas longtemps. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'après, avec André, on s'est revus. Et maintenant, on est super potes. Ouais, je te jure, ça nous a carrément liés pour la vie, quoi. Bah, c'est un peu grâce à lui que je m'en suis sorti, finalement, non? Tu vois, souvent, je lui dis tu vois, mon Dédé, la meilleure idée que t'as eue dans ta vie, c'est de pas mourir. Allez, on y va? Allez. Au revoir.
Vous en conviendrez, tout est extraordinaire dans cette histoire. En particulier le hasard inouï qui a fait se retrouver les deux hommes dans la même cellule. Et puis, ces retrouvailles totalement inattendues, qui auraient pu en effet imaginer que le faux mort et le faux assassin deviendraient des amis. Avoir la tête de l'emploi, perdre la tête, avoir une tête qui ne revient à personne. Ces expressions populaires ne prêtent généralement pas à conséquence, excepté pour Pierre Chaumel. Car son histoire est à ce point stupéfiante que j'ai d'abord eu beaucoup de mal à la croire. Quand débute cette aventure, Pierre a 29 ans. Marié à Sophie depuis 5 ans, sans enfant, il est électricien et effectue des rotations sur une plateforme pétrolière arrimée en mer du Nord. Un travail dangereux, fatigant, mais bien rémunéré. Grâce aux économies qu'il réalise, le couple espère pouvoir s'offrir bientôt une maison en Bretagne. Après 4 mois d'attente, Sophie est impatiente de revoir son mari. Il sera de retour à la fin de la semaine. Quand le téléphone sonne, elle décroche, pensant que c'est Pierre qui l'appelle. Elle est d'abord déçue, puis terrifiée. Pierre n'est pas au bout du fil. D'ailleurs, dans l'état où il se trouve, il serait bien incapable de communiquer avec qui que ce soit. La dernière fois que je suis parti pour la plateforme, c'était au mois de décembre, le 20 décembre. La compagnie m'a fait appeler 4 jours avant les fêtes. Cette fois-ci, ça a été quand même un petit peu plus dur pour Sophie et moi de nous séparer. Je venais de passer 2 mois à la maison, et là, on me faisait partir 4 jours avant Noël. Mais bon, en même temps, je pouvais rien faire. Quand on n'a pas d'enfant, on n'est pas vraiment prioritaire sur ces périodes. Donc, comme d'habitude, j'ai pris mon avion pour Copenhague. L'hélicoptère de la compagnie est venu me chercher, direction la plateforme. Et puis voilà. Je crois que Sophie m'en a quand même un peu voulu d'être partie à cette période. Ce départ ne s'est pas passé comme d'habitude. À chaque fois, c'était difficile, bien sûr, mais là, je lui ai fait la tête. On s'était même disputé la veille. Quand je pense à ce qui s'est passé après, je m'en veux de l'avoir laissé partir. C'est comme si j'avais su que ça ne se passerait pas comme d'habitude. On est venu me réveiller vers 3 h du matin. Il y avait eu un court-circuit et un début d'incendie dans une des salles. Je me suis habillé en quelques secondes et puis on a couru vers la salle où s'était produit le court-circuit. Il y avait un début d'incendie. Ça a été le noir, tout autour de moi. J'ai repris connaissance le lendemain de l'incendie. J'étais dans une chambre d'hôpital. J'avais des bandages sur les bras, les jambes, de partout. Un matin, j'étais seul dans ma chambre. J'ai senti que j'avais repris des forces. Alors j'ai eu envie de me lever. J'en étais incapable, bien sûr. Mais j'ai quand même réussi à me redresser. Et il y avait un miroir sur le mur à côté de mon lit. Et en me redressant, j'ai vu mon reflet. J'ai vu. J'ai vu un monstre. J'avais envie de garder cette image de Pierre en moi, telle que je l'avais vu partir. Parce qu'on m'avait prévenu, Pierre n'avait plus de visage. Qu'est-ce que ça veut dire, plus de visage? On a toujours un visage. Plus de paupières, des trous à la place des yeux. Plus de cheveux. Le crâne était brûlé.
J'avais des cicatrices de partout. J'étais foutu. J'avais plus de visage. Il m'avait pas menti, il n'avait plus de visage, plus de traits. Il y avait des bandages tout autour de la tête. Je voyais bien que sous ces bandages, il n'y avait qu'une plaie. J'ai eu honte. La première fois que Sophie est entrée dans la chambre, je sais pas pourquoi, j'ai eu honte. Sans doute parce que j'étais encore très faible, j'avais du mal à parler. Et puis surtout, je lui ai imposé ça. Elle était mariée avec un monstre. Elle est restée quelque temps à Copenhague. Elle venait me voir tous les matins. Je pouvais rien lui dire. Je pouvais pas la toucher. Elle a beaucoup pleuré. Comment est-ce qu'on peut infliger ça à quelqu'un? Quelqu'un qu'on aime? Pierre Chaumel séjourne 3 ans à l'hôpital. 3 ans loin de chez lui. Oh, bien sûr, il aurait pu se rapprocher de son domicile, mais au Danemark, il est pris en charge par un éminent chirurgien plastique qui ne ménage pas ses efforts. Pourquoi prendre le risque de changer de spécialiste quand on est en si bonne main? Et le jeune homme subit une 12aine d'opérations. Peu à peu, à force de greffes et d'implants, son visage brûlé se transforme en véritable puzzle. Au fur et à mesure que le temps passe, la compagnie pétrolière rechigne à payer le billet d'avion et Sophie espace ses visites. Et puis la jeune femme traumatisée tente d'oublier le drame qui l'a détruite. Enfin, sa dernière greffe cicatrisée, Pierre retourne en France pour retrouver sa femme. Ils ne se sont pas vus depuis des mois. Depuis les 3 dernières interventions. J'étais arrivée avec plus d'1 heure d'avance à l'aéroport pour le chercher. J'observais tous les gens, je regardais tout le monde. Et puis l'avion de Copenhague a été annoncé. Il y avait beaucoup de Danois, des grands blonds assez beaux évidemment. Un type s'est arrêté devant moi. Il m'a bouché la vue, ça m'a énervée, je voulais pas louper mon mari. Il m'a regardé bizarrement. C'était Pierre. Je l'avais pas reconnu. Moi-même, je ne me reconnaissais pas. Après avoir été monstrueux, j'étais devenu un autre. Je crois que le retour auprès de Sophie était un test. Un test pour moi. Si elle avait accepté cet étranger, je crois que je me serais habitué à lui. Mais elle n'a pas adopté l'homme que j'étais devenu. J'ai su dès l'aéroport que ça serait pas facile. Pas facile. On a essayé. On a joué à faire comme avant, mais ça marchait pas. Quand on faisait l'amour, j'avais l'impression qu'elle faisait l'amour avec quelqu'un d'autre. Avec celui que j'étais devenu. C'était pas Pierre qu'elle caressait. C'était cette chose qu'on avait fait de moi. C'était pas moi. Devenus les étrangers l'un pour l'autre, le couple se sépare moins d'1 an plus tard. Avec les indemnités que lui verse sa compagnie, Pierre fait l'acquisition d'une maison en Bretagne et reprend son travail d'électricien, mais cette fois à son compte et dans son nouveau village. Il ne confie son drame à personne et la vie reprend peu à peu son cours. Jusqu'au jour où, alors qu'il fait des courses, une voix féminine murmure son nom derrière son dos. Pierre se retourne, surpris. Depuis son accident, il vit reclus dans la solitude
et il a perdu tout contact avec ses anciennes connaissances. C'est Marion, une camarade d'école. C'est un choc. Comment la gamine d'autrefois a-t-elle bien pu le reconnaître, lui qui aujourd'hui n'est plus personne? J'ai tout de suite reconnu Marion. Elle n'avait pas changé depuis le lycée. Un peu plus féminine, c'est normal. En me retournant, j'étais content de la voir. Et puis très vite, j'ai retrouvé ce sentiment qui m'avait déjà fait pas mal souffrir. Ça se voyait sur son expression. Elle croyait qu'elle s'était trompée. Et il m'a dit... Pierre Chaumel, c'est moi. Et là, je comprenais rien. Le type que j'avais vu de dos, c'était Pierre, mon copain d'école. Et cet homme, face à moi, c'était un inconnu. Mais j'ai pas voulu laisser partir Marion. Elle m'avait reconnu. De dos, d'accord, mais elle m'avait reconnu. Il fallait que je la convainque, que je lui prouve qui j'étais. Donc je l'ai apprivoisé tout doucement. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. J'ai été touché par sa douceur, sa curiosité enfantine. Je crois qu'au fond, elle se fichait du masque que je portais. Elle avait connu Pierre, un copain d'école, et l'homme qui était là, debout en face d'elle, dans cette rue, c'était toujours le copain d'école. C'était moi. Pierre Chaumel s'est lentement habitué à ce visage qui n'était plus le sien. Il s'est accoutumé à ses lèvres plus fines, à son nez droit, à son regard plus fixe. Oh, il s'est également habitué, sans grande difficulté, au joli minois de Marion. Quelques mois après leur rencontre, les camarades d'enfance se sont mariés. Ils ont aujourd'hui un petit garçon prénommé Éric. Et souvent, Pierre s'amuse à taquiner son fils. Il lui dit « Allez, mange ta soupe si tu veux être un homme, si tu veux grandir et ressembler à ton papa. » Raison et passion sont-elles incompatibles? Ce débat a alimenté la tragédie classique, mais est-il réellement d'un autre âge? Eh bien, j'ai tendance à croire que non, si je me réfère à l'histoire paradoxale que je vous propose de regarder maintenant. Alors, le personnage, celui qui est au cœur de cette affaire, s'appelle Didier S. À l'époque des faits, nous sommes à la fin des années 70, il dirige une firme de produits chimiques et ses ambitions professionnelles sont sans limite. Immensément riche, inflexible en affaires, Didier a épousé Florence, une femme ravissante, qui a un enfant d'une douzaine d'années, Maya, d'un premier mariage. Un soir, Didier regagne la splendide villa qu'il partage avec les siens. Un soir qui pourrait ressembler à tous les autres soirs. Je me souviens parfaitement de cette époque. Je venais de racheter une petite entreprise qui m'avait donné du fil à retordre. Professionnellement, j'étais un fonceur. J'avais eu cette petite peur de la cinquantaine, de lâcher un peu les affaires. Avec ma femme, nous étions sur la même longueur d'onde. Elle tolérait toutes mes absences. Je savais qu'elle aimait cette vie que je lui procurais et que pour rien au monde, elle aurait risqué d'en changer. Par contre, nous n'avons pas eu d'enfants. J'étais sans doute trop égoïste, trop exclusif. Je ne voulais pas partager, je l'aimais trop. Et puis, au niveau de la maternité, elle n'était pas frustrée. Elle avait Maya. Monsieur S, mais il était souvent absent de chez lui. Ça, on ne peut pas dire qu'on le voyait beaucoup à la maison. Et forcément, sa femme, elle en profitait. Hein. Je me suis pas rendu compte tout de suite de tout. Mais quand Monsieur S n'était pas là, elle était différente. On la voyait plus dehors, elle était toute excitée.
si j'avais su. Un soir, il était rentré un peu moins tard que d'habitude. Ils étaient tous les deux dans le salon en train de boire un verre après le dîner. Moi, je l'appelais le salon du soir. J'étais en train de débarrasser les tasses et puis il annonce à madame qu'il va se coucher. Bon, rien d'anormal. Et il lui dit « Comment va Maya ?»« Ah, parce que tu t'intéresses à Maya, toi, qu'elle lui dit. » C'est vrai qu'il prenait jamais de nouvelles de la petite. Hein. Il lui répond « Bien sûr que je m'intéresse à Maya puisqu'elle s'intéresse à moi. Elle a envie de me tuer depuis toujours. » Oh, alors là, j'étais sciée qu'il puisse dire un truc pareil, quoi. Oh, non mais attendez, vous vous rendez compte? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Bizarre? Le mot est faible pour définir les propos de Didier. Il convient mieux pour évoquer la personnalité de Maya, sa belle-fille. C'est une adolescente étrange, en rébellion avec son milieu social. Elle aime fréquenter les blousons noirs et voue un culte à James Dean. Son antipathie pour Didier n'est un secret pour personne. Mais de là à vouloir le tuer, il y a un fossé. Ta fille rêve de me tuer. C'est néanmoins sur cette phrase qui est tombée comme un coup près que le couple va se coucher, chacun dans sa chambre. Vous savez, j'avais 12 ans, c'est un peu vieux maintenant. J'étais dans mon très blouson noir. Au contraire de ma mère qui ressemblait plutôt à une Barbie. Ce qui est vrai, c'est que je détestais mon beau-père. Il s'occupait jamais de moi, il y en avait que pour elle. Du coup, quand ils étaient ensemble, j'étais complètement évincée. Heureusement, il partait souvent en voyage. Non, celui que j'aimais bien, c'était le petit copain de ma mère, Eric. Normal, il avait 25 ans, il était mignon, et il me laissait passer du temps avec maman, lui. Le soir en question, je me rappelle qu'ils m'ont demandé de les aider à faire une blague à Didier. Une blague? Il me prenait vraiment pour une idiote. J'ai vite compris qu'ils voulaient le tuer. J'étais pas contre, d'ailleurs. Je devais ouvrir la porte à Eric à 2 h du matin. Il est arrivé avec un fil à la main pour électrocuter Didier. J'aurais bien voulu que ça marche. Mais le fil était trop court. André Baudier, inspecteur de police aujourd'hui à la retraite, était chargé de l'affaire à l'époque. C'était un de ses premiers dossiers à la criminelle. Et pour un début, il allait être servi. Quand j'ai été saisi du dossier, il a fallu reconstituer toutes les étapes. La première tentative, c'était avec un câble électrique que l'amant avait branché sur une ligne à haute tension. Ils avaient décidé d'aller électrifier le bonhomme dans son sommeil. Évidemment, ça a raté complètement. Hein. Je crois me rappeler que le fil était trop court. L'épouse n'avait pas mis la main à la pâte. C'est l'amant et la fille qui ont tout opéré. Vous parlez d'un couple, hein. Le lendemain, mon beau-père, il a fait comme si de rien n'était au petit-déj. Nous, avec le bruit qu'on avait fait, on s'est dit qu'il avait forcément entendu quelque chose. Quand il m'a demandé si j'avais bien dormi, j'ai cru deviner un peu d'ironie, mais bon. En tout cas, quand il est parti en embrassant tendrement maman, on s'est tous demandé s'il avait compris ou non. Moi, j'ai une assez bonne mémoire. Je pourrais pas vous dire tout ce qui s'est passé tous les matins de ma vie, hein. Mais ce matin-là, je peux vous assurer que tout était normal, hein. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais moi, je prends mon service à 7 h 30 pour préparer le café et je ne pouvais quand même pas m'empêcher de penser à cette phrase de monsieur sur Maya qui voulait le tuer. Ça me chiffonnait un peu. Je regardais la gamine et je me disais que oui, finalement, elle aurait très bien pu le faire. Enfin, le tuer, je veux dire, hein. Puis cette fille m'inquiétait, quoi. Franchement, hein, elle était, vous voyez, trop intelligente pour son âge, trop dure, un petit monstre, en fait. C'est après quelques mois que maman a remis ça. Parce que c'est elle qui voulait le tuer, pas moi. J'en ai marre qu'on mette ça sur le dos. Elle était dans le salon. Je m'en souviens parce qu'il y avait une photo de Didier dans un cadre en argent massif. Ça me faisait rire. Il la quittait jamais vraiment, en fait.
Maman avait lu dans un article qu'il existait un poisson au Japon dont les viscères contiennent un poison. Moi, ça me faisait rêver ces histoires de poissons mortels. C'était comme dans les polars. Je sais pas comment Eric et maman ont fait pour faire venir ce poisson du Japon. En tout cas, un soir, maman elle a badigeonné l'assiette de Didier avec ce poison. Et ça a été une franche réussite, comme vous le savez. Je me souviens aussi de ce soir-là, j'ai piqué un phare quand le patron m'a dit « Martine, l'assiette ne sent pas bon, vous l'avez peut-être mal nettoyée, redonnez-moi une autre. Oh » Mais c'était la première fois qu'on me disait ça de ma vie, quoi. J'étais rouge de honte. Et puis madame a téléphoné, elle a raccroché et il y a dit « Tu téléphones à ton amant? Tu te sens seule, ma chérie ?» Et bien après, en y repensant, je me dis que si ça se trouve, elle avait déjà tout compris, hein. Qu'a compris en effet Didier S? A-t-il mis à jour le complot? Mais dans ce cas, comment expliquer qu'en dépit de la menace de mort qui plane sur lui, il poursuive son existence sans se soucier du danger? Car les amants n'ont pas renoncé à leur projet machiavélique. Un peu plus tard, Eric fait l'acquisition d'une carabine. Il recrute un tueur à gages auquel il offre 40 000 € pour exécuter l'homme d'affaires. Et pour une raison jamais élucidée, le tueur se désiste. Didier S n'est pas à l'abri pour autant. Je rentrais chez moi et comme d'habitude, je m'étais arrêté pour ouvrir le portail. Au moment de remonter dans ma voiture, j'ai entendu un bruit et j'ai ressenti une douleur atroce dans le ventre. Puis j'ai vu 2 types qui s'enfuyaient devant moi. Puis je me suis écroulé. Florence, en entendant les détonations, est arrivée. Elle pleurait. Je l'ai rassurée. Je lui ai dit, tu te rends compte? Ils étaient 2 hommes et ils m'ont raté. Appelle la police. Elle avait eu tellement peur. Elle était si pâle. Les coups de feu l'ont atteint dans le ventre. Il en a reçu 2 exactement sur les 3 qui ont été tirés. Enfin, il s'en est bien sorti. Notre enquête a vite progressé, en fait, puisqu'on a très vite découvert l'existence de l'amant. Florence S lui payait son loyer et lui versait de l'argent pour le quotidien et même pour la pension d'une de ses dernières femmes. Lui, il voulait que l'héritage. C'était très clair, il en avait parlé à tout son entourage. La petite nous a tout confirmé. C'est incroyable, elle savait tout. Et elle nous a même dit Eric est un imbécile. Ils n'ont pas su s'y prendre. Moi, j'aurais mieux fait qu'eux. Non mais vous vous rendez compte que j'étais au service d'une criminelle? De 2 même si on compte la fille. Et d'un fou par-dessus le marché, parce que Monsieur S s'est bien passé pour un fou pendant le procès, hein. Il a dit, et ça je m'en souviens parce que je ne loupais aucune audience, que oui, il savait que sa femme avait un amant, que oui, que cet amant en voulait à son argent, que sa belle-fille le détestait. Il ne voulait pas que sa femme aille en prison. Maya, il s'en foutait, elle est allée dans un établissement pour mineurs et puis elle en est ressortie. L'amant, lui, il a croupi en prison. Pour combien de temps? Ça, j'en sais rien. Et pour sa femme, il a pris les meilleurs avocats. Il a payé une caution faramineuse pour la libérer avant le procès. Il a même fait construire une piscine dans le jardin pour quand elle sortirait. Mais attendez, moi je veux bien organiser des assassinats pour me faire gâter comme ça, hein. L'attitude de Didier S est décidément totalement incompréhensible. Au cours du procès, il provoque la stupeur du juge et du jury en prenant avec acharnement la défense de sa femme, de celle qui, non contente de le tromper et de dilapider sa fortune, a attenté à sa vie à de nombreuses reprises. Ainsi, l'homme d'affaires s'en prend-il violemment à l'administration pénitentiaire. Il lui reproche de contraindre sa femme à des travaux pénibles et de mettre sa santé en péril. L'avocat général sidéré tente de le faire taire, mais sans succès. Didier S s'entête et il poursuit sa plaidoirie. Le procureur était démonté. Il lui dit, mais enfin, 2 balles dans le ventre, c'est une réussite. Et non, monsieur, c'est un triomphe. J'ai été envoyée dans une maison de correction. Évidemment, ça m'a changé d'ambiance. Mais ça m'a fait du bien. Surtout d'être loin de mon beau-père et de ma mère. Puis ça m'a calmée. Paraît que j'étais complètement barge au moment du procès. J'ai fait le vide depuis.
Je vois toujours mon analyste, je prends des calmants. Je suis psychomaniaco-dépressive. Vous comprenez? Ma mère, elle est restée longtemps en prison, et puis elle est morte d'un cancer très jeune, à 48 ans. J'ai pas revu mon beau-père. Je me suis toujours demandé s'il était dupe. Il aimait ma mère, c'est sûr, mais... C'était un peu maso, non? Je n'ai jamais admis qu'on puisse faire du mal à Florence. Même si elle avait essayé de me tuer, sous l'influence d'une tierce personne. C'était pas si grave. J'avais pris 2 balles dans le ventre, mais il n'en reste plus rien. Et puis vous savez, lorsque je l'ai fait sortir de prison, quelques semaines avant son procès, j'ai organisé une seconde lune de miel. Ça a été un voyage inoubliable. Elle était si belle. Les gens m'ont dit que j'étais fou, que c'était pas normal. Vous savez, la normalité, c'est pas passionnant. J'ai jamais pu remplacer Florence. Amour-passion ou amour aveugle? Quel sentiment Didier a-t-il nourri à l'égard de Florence pendant toutes ces années? Était-il suicidaire? Souhaitait-il mourir de la main de sa femme? Ou sa passion pour elle l'avait-elle rendu fou? Il est difficile d'apporter des réponses satisfaisantes à des questions aussi complexes. Je ne m'y risquerai pas. À chacun de se forger une opinion. Et puis, tenez, pour conclure, citons l'un des vers les plus célèbres de Corneille. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est un bâtiment de la région parisienne, une ancienne usine. Il y a une adresse, mais personne ne la connaît. D'ailleurs, le facteur ne s'y arrête pas. Il n'y dépose ni lettres, ni colis. Ce bâtiment est un témoin du passé. Celui pas si lointain où l'endroit était une banlieue populaire, peuplée essentiellement d'ouvriers. Des habitations modestes aussi élevées, au milieu d'ateliers et d'entrepôts. Tout cela a disparu peu à peu pour faire place à des constructions de plus en plus résidentielles. Le quartier s'est embourgeoisé. Dans cette évolution rapide, il y a des attardés. Et notre usine désaffectée en fait partie. Elle est laide, toute grise, au milieu des constructions en pierre de taille. Elle est à l'abandon, mais pas inhabitée. Quelques hommes et quelques femmes y entrent et en sortent en prenant soin de ne pas trop se faire remarquer. L'immeuble est occupé par des SDF. C'est un squat, comme on dit. Tous ceux qui ont échoué là parce qu'ils n'ont plus de logement, ni de famille ou d'amis pour les héberger, s'y retrouvent comme des naufragés agrippés au même radeau. Cette promiscuité de hasard peut donner lieu à de beaux comportements de solidarité, mais elle peut aussi déboucher sur de terribles rencontres. Dans ce cas, le squat fonctionne comme un piège. Et pour les êtres vulnérables, que sont souvent les marginaux, il a toutes les chances d'être fatal. J'ai envoyé Nicolas, mon enquêteur, recueillir le témoignage des protagonistes de cette étrange et macabre histoire. Voici où habitent Jean-Paul et Yann, 2 hommes que l'infortune a réunis, 2 amis que rien ne sépare. Jean-Paul est énergique, plein d'entrain et d'espoir. Yann, au contraire, est un garçon chétif. Tandis que l'un passe ses journées à attendre dans le squat, l'autre court de rendez-vous en rendez-vous pour obtenir un emploi. Ce jour-là, Jean-Paul veut fêter un entretien d'embauche qu'il a décroché. Mais Yann est malade et son état empire depuis quelques jours. Normalement, si tout se passe bien, je commencerai dans une semaine. Et je t'offre un verre. Je paye mon coup, l'ami. Ça va, Thierry? Putain, qu'est-ce que tu bois? Jean-Paul! Jean-Paul! Oh merde. Ouais. Les médicaments? Bon bah monte alors, monte. Ok, ouais, c'est bon. Ça va? C'est bon, ça va. Claire est la petite amie de Jean-Paul.
Comme elle est infirmière, elle a réussi à se procurer des médicaments pour Yann. Ça va, Yann? Tiens, je t'ai ramené des médocs de l'hôpital. On t'en prend qu'un, hein? Pour avoir de l'eau, s'il te plaît. Ça devrait aller mieux comme ça. Ainsi va la vie de ses 3 amis. Claire s'est attachée à Yann, ce garçon attendrissant et vulnérable. Jean-Paul ne veut à aucun prix le laisser tomber au moment où sa vie à lui est peut-être en train de s'améliorer. Bah, quand t'es dans la galère, t'as le plan des prises de sang. On te file un sandwich, du café, t'es au chaud une petite demi-heure, quoi. Bon, c'est vrai qu'on pouvait pas le faire souvent, mais... C'est comme ça que vous avez rencontré Claire? Ouais. Moi, elle a vite remarqué le manège, hein, mais je l'ai rencontré comme ça, ouais. En donnant son sang pour profiter d'un repas, le jeune SDF et la jolie infirmière sont tombés amoureux. Malgré l'amour de Claire, Jean-Paul veut s'en sortir tout seul et ne pas abandonner Yann, son ami. T'es sûr que tu veux pas que je reste? Non, pas ici, Claire. Bah viens chez moi alors. Non, pas chez tes parents non plus. Je suis désolé, mais... C'est chiant. Non, mais je préfère pas, quoi. Mais on va la voir, chez nous. Mais bientôt, on va la voir, je te promets. Mais là, je suis pas ici, quoi. Okay. Je suis désolé. Je préfère, en fait. Bah, rentre bien. Ouais. Hein? Bisous. Bye. Une nuit où les 2 garçons tentent de trouver le sommeil, ils entendent des bruits étranges à l'étage du dessous. C'est quoi ça? La vie dans un squat peut entraîner toutes sortes de dangers. Il faut donc être vigilant. Viens. Viens, on descend. Y'a quelqu'un? Au rez-de-chaussée, ils font une étrange découverte. Y'a quelqu'un? Une jeune femme qui paraît sans défense et qui a encore plus peur qu'eux. Bonsoir. C'est quoi ton nom? Cette jeune femme s'appelle Marie. C'est une artiste. Elle est peintre et sculpteur. Dans les jours qui suivent, elle s'installe dans un local au rez-de-chaussée. Elle transporte avec elle l'essentiel de ce qui fait son existence et sa raison d'être, c'est-à-dire tous les outils, ustensiles, les matériaux qui vont lui permettre d'exercer son art. Comme parfois les artistes le sont, Marie se révèle très vite un personnage mystérieux, renfermé et peu communicatif. Ouais, elle était mystérieuse quand même un peu. Moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait investi les lieux, mais vraiment très rapidement, quoi. Vraiment très vite. Yann, lui, il était plutôt content de sa présence. Oui. Ça faisait de la compagnie, en fait. Puis moi, de toute façon, j'étais tout le temps fourré dehors à chercher du boulot ou à traîner avec Claire. Non, mais ça allait, en fait. Non, Yann semblait heureux. À chaque fois que je le revoyais, il était... Ça semblait lui faire du bien, quoi. En effet, à chaque fois que Jean-Paul revient au squat, il ne trouve plus son ami Yann assis dans le canapé comme à son habitude. Celui-ci est de plus en plus souvent chez Marie, où l'ambiance silencieuse de l'endroit semble lui convenir. Salut. J'ai fait les courses, tu viens? Non, j'ai pas faim. Assieds-toi, viens. Il y en a là-haut, c'est ce qu'il faut. Yann est fasciné par le talent de Marie. Ah, c'est beau, ouais. T'as vu? Ouais. Travaille sur les zones. Bon, moi, je te... Tu... Tarde pas. Bonsoir. À partir de là, il était tout le temps fourré chez elle. Tout le temps. Peu à peu, Yann se met à prendre part au travail de Marie. Il ne se contente plus d'être un simple et fervent admirateur, il devient modèle. Le modèle préféré de l'artiste.
et entre lui et la jeune femme mystérieuse se noue une étrange relation faite de peu de mots et de moments de travail inspirés. Pour la première fois de sa vie, Yann se sent utile à quelque chose et à quelqu'un. Le regard attentif, intéressé et même illuminé que lui porte Marie lui fait oublier les longues séances de pause dans le froid du squat. Il posait pour de l'argent? Il prenait pas une thune. Il posait au milieu des gravats, dans le froid, l'humidité. Vous pensez qu'il était manipulé? Non, je pense pas. Non, mais à chaque fois, il revenait gonflé à bloc. Il disait... Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait... Ah oui, Marie trouve que je suis beau. Marie trouve que j'ai un beau torse. Qu'elle va me rendre immortel, tiens, il m'a dit ça aussi. Complètement envoûté par Marie, Yann oublie de se soigner. C'est quoi ça? Hein? T'as pas pris tes médocs? Ouais. Marie trouve que je suis beau. Bien. Tu me fatigues, Yann, vraiment. Vraiment. Écoutez, chacun son truc, hein. Ça va? Et l'étrange fascination réciproque de l'artiste pour son modèle se poursuit, grandit inexorablement, plus forte que tout, emportant avec elle dans les séances de travail toujours plus longues et plus pénibles les dernières miettes de bon sens qui devraient inciter Yann à se soigner. Pour tenir le coup dans le froid, Yann renoue avec une habitude qui peut être fatale à sa santé fragile. Il boit. Je peux boire un coup? Vous étiez jaloux de la relation? Ah non, pas du tout, non. Non, tant que ça le rendait bien. Mais le problème, c'est l'alcool. En fait, Claire lui avait dit pas une goutte. Enfin, du moins plus une goutte, quoi. Mais tant qu'il se prenait pour le Pygmalion de... C'était ça le problème, en fait. C'est aussi simple. Pour répondre aux exigences toujours plus folles de Marie, pour la satisfaire et continuer à être son unique modèle, Yann s'inflige des séances de travail que seul l'alcool lui permet d'affronter. Jour après jour, il devient l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que tu me fais là? Hein? C'est quoi que tu cherches? Putain, c'est pas possible, j'en ai marre. Bah tiens, regarde, c'est quoi? Regarde. Tiens, je t'en mets une. Hop là, ouvre la bouche. Hop là. Oh, c'est bon ça. Oh, hop, tu le sers. Regarde, hop. Allez. Hein? C'est ça que tu veux? Hein? Mais ça va. C'est ça que tu veux? Hein? Mais tu vois, putain. Ça fait quoi ça? Laisse-moi. Oh, t'es beau là. Ouh là là. Oh, attention, t'as failli tomber. Non mais sérieusement. Sérieusement, assieds-toi Yann. Sérieusement, je plaisante pas, sérieusement. Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux y passer, c'est ça? Casse-toi. Ok. Je te laisse tout seul, tu te démerdes, tu crèves tout seul. C'est ça, casse-toi. Casse-toi. Mais casse-toi! Mais casse-toi! Elle m'aime comme je suis. Elle. Et vous aviez quel genre de relation avec Marie? Aucune. Elle me calculait pas. Vous lui avez jamais parlé de la maladie de Yann? Je vois pas comment j'aurais pu, je la voyais presque jamais. Salut. J'étais, comme on dit, transparent. Ni bonjour, ni merde, ni bonsoir, rien. En fait, elle vous a volé votre ami. Écoute, moi, je vais être plus direct. Elle l'a complètement possédé. Complètement.
Un soir, Jean-Paul décide d'aller rendre visite à Marie. Il trouve son ami Yann dans un état physique lamentable. Yann? Ouais. T'as rien oublié par hasard? Quoi? Les examens à la clinique, ça te dit rien? C'est bon, j'y vais, Quand? Marie, demain, on va y aller, quoi. Hey, je suis grand, là. Je suis grand, Jean-Paul. En fait, ce qui se passe, c'est que Yann ne pouvait pas s'occuper de lui seul. Impossible, trop faible, trop fragile. Donc avec Claire, on s'est fait un pacte. C'est-à-dire que moi, je me chargeais de lui changer les idées. Déjà qu'il sorte, qu'il prenne l'air, par exemple. Et que Claire s'occupe du côté médical, c'est-à-dire lui ramener les médocs, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête? C'est Yann, ça va pas du tout, là. Je l'ai vu dans un état, mais pitoyable, quoi. Bah écoute, Yann, ça va jamais, donc... Ouais, mais je suis d'accord, mais alors là, c'était vraiment le pire de pire, quoi. Je sais pas, il lui faudrait peut-être d'autres médocs ou... Non, le problème, c'est qu'il prend pas assez médicaments. C'est ça le problème, c'est pas d'autres médocs, tu vois, c'est... Bon, allez, vas-y, habille-toi, je t'invite à bouffer. Je t'invite à dîner, un bon petit resto. Yann? Je t'ai décroché un boulot, je démarre dans 15 jours. Gardien de parking. Jean-Paul y croit encore. Il pense sauver Yann, mais son ami est au bout du rouleau. Viens, on parle, viens, on discute. On peut discuter, hein. Non? Claire, tu lui as déjà dit que tu l'aimais, Claire? Ouais. C'est bien. Ouais. T'es heureux? Ouais. Yann? Le lendemain, il était parti, Yann. Je suppose que vous êtes allé voir Marie? Un peu que j'étais là voir, ouais. Mais le lendemain, Yann a disparu du squat. Marie, elle, est toujours là, en train de dessiner, comme si de rien n'était. Elle n'est plus là. En fait, je vais te dire, je sentais qu'il y avait anguille sous roche, qu'elle me baratinait. Et Claire m'a conseillé d'aller voir les flics. L'inspecteur Edotin se souvient. À l'époque des faits, il était à quelques jours de la retraite. Un jeune paumé dans un squat. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Comment voulez-vous rechercher une personne qui, par définition, n'a pas d'attache? Mais enfin, Jean-Paul Lacour, il avait des raisons de s'inquiéter, lui. Non, mais de toute façon, je devais les virer pour la réhabilitation de l'immeuble. Puis en général, les SDF sont des gens instables. Demandez au SAMU social. Jean-Paul n'a plus de raison de rester dans cet endroit sinistre, mais il y revient quand même dans l'espoir de retrouver la trace de son ami. En passant devant l'atelier de Marie, il ne peut s'empêcher de visiter ce local macabre qui semblait pourtant avoir aimanté son ami mystérieusement disparu. J'ai vu Yann en dessin, de plus en plus maigre. Il y en avait partout dans l'atelier, plein. Après, j'ai découvert Yann.
Et alors qu'il cherche son ami depuis plusieurs jours sans avoir réussi à émouvoir la police, voilà qu'il va le découvrir presque par hasard. Yann. 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 Plus tard dans la journée, Claire commence à s'inquiéter sérieusement. Elle avait rendez-vous avec Jean-Paul, il n'est pas venu. Et elle n'arrive pas à le joindre au téléphone. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de JP, laissez-moi votre message, je vous rappelle. Les heures passent, dans le squat sordide et isolé. Jean-Paul a beau appeler à l'aide, personne ne l'entend. Perdu dans sa folie, Marie ne l'écoute pas. Elle cherchait à représenter la souffrance des gens, c'est ça? Oui, je sais pas, quelque chose comme ça. Non mais moi j'étais ligoté, moi j'étais pas bien, moi j'étais complètement... moi j'avais peur, d'accord? J'avais peur. Tu comprends ça? Ouais. C'est ça l'histoire. Moi j'avais qu'une envie, c'était de me tirer. Ouais, c'est clair. Jean-Paul! Claire, qui s'est un peu chamaillée au sujet de Yann avec Jean-Paul, finit par croire que celui-ci ne veut plus la voir. La nuit est tombée et elle se rend au squat sans parvenir à y entrer. Mais vos parents, ils vous ont pas aidé? Et ils ont vécu ma liaison avec Jean-Paul comme un drame. Donc, Ils auraient préféré vous voir au bras d'un chirurgien. un chirurgien, un dentiste, un médecin, n'importe qui gagne plus d'argent. Enfin, pas un squatteur en tout cas. Pour eux, un zonard, ça reste un zonard, donc ça change pas. Et vous avez douté? Bah oui, oui. Bah oui, parce qu'ils répondaient pas à mes coups de fil, et puis j'avais la pression de l'autre côté de mes parents, donc j'ai douté. Oui. Bah, en même temps, il était pas retourné à son boulot, et ça, c'était bizarre. Finalement, vous avez appelé la police? Un peu tard, 3 jours après. Attendez, à ce moment-là, vous avez toujours rien fait? Ah non, j'ai rien fait. Mais les SDF, ils étaient 15 peut-être. Ah, je pouvais pas les suivre à la trace. Et puis je vous l'ai déjà dit, ça allait être démoli. Alors qu'est-ce que je devais faire? Prendre leur adresse à tous et leur servir de boîte aux lettres? Mais c'était pas mon boulot. Grâce à sa persévérance et son caractère combatif, Jean-Paul réussit à se libérer. Avec ce qui lui reste de force, il parvient à sortir dans la rue. Il est enfin libre. Jean-Paul est arrivé directement dans mon service. Il était méconnaissable. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il avait été torturé. Et vous l'avez soigné? Bah, j'ai appelé la police, là, pour qu'ils viennent l'entendre directement aux urgences. Puis je lui ai donné un calmant et puis de la morphine parce qu'il avait trop mal. Avant de s'endormir, il m'a dit il faut absolument aller là-bas parce qu'il y a Yann qui est encore. Cette fois-ci, la police réagit. 2 inspecteurs se rendent sur place et fouillent le squat. Mais ils ne vont rien trouver, ni Marie, ni Yann. Alors, vous vous êtes réveillé aux urgences, et là? Claire était penchée sur moi. Elle m'a dit que l'immeuble avait été complètement vidé et que les flics avaient tout ratissé. Donc, vous mettez en doute le témoignage de Jean-Paul Lacour? Non, mais il y a une chose certaine, c'est qu'il avait partagé un squat avec Yann Le Goff et que celui-ci avait disparu. Ça, pour ça, on avait des témoins, mais pour le reste... Évidemment, c'était difficile à croire. Enfin, vous vous rendez bien compte que c'était dur à avaler. On n'a retrouvé aucune trace de présence féminine dans cet endroit. Personne ne l'avait vu? Personne.
Même sa petite amie n'avait rien vu. Puis vous vous imaginez qu'une femme comme Marie ait pu séquestrer 2 personnes, les ligoter, les torturer, puis après ça disparaître sans laisser la moindre trace. Oui, bien sûr. Mais avec le peu d'éléments que j'avais en main, moi, je pouvais rien faire. Donc vous pensez avoir affaire à un affabulateur? Bah, il aurait très bien pu tuer le dénommé Le Goff et inventer toute l'histoire lui-même après. Quand même, il aurait pu imaginer une histoire un peu plus crédible, non? Vous êtes pas sérieux, là? Vous savez pas que les mensonges les plus gros sont les meilleurs? Mais tu sais pourquoi ils me croyaient pas, toi? Hein, c'est parce que je suis pas assez bien pour eux. Je suis pas un bourgeois, je suis un SDF, je vois rien. Et ça vous a énervé? Mais si, ça m'a énervé. Mais bien sûr que ça m'a énervé, hein. Putain, ils ont même pas lu le rapport médical. Mais c'est pas ça le pire. C'est quoi le pire? Bah le pire, c'est que j'ai failli la perdre. C'est ça l'histoire, en fait. Ouais, et puis d'un coup, il passait de témoin à suspect. Vous êtes passé au squat? Ah mais on sait ce qu'on a à faire. En effet, dès le lendemain, la situation déjà difficile pour Jean-Paul devient carrément compliquée. La police le suspecte de la disparition de Yann. Tu t'assois, je te dis. Il n'a pas été agressif avec nous de cette façon-là. Le squat, maintenant tu fermes ta gueule. Mais tu vas pas le faire. Tiens, mais tu vas fermer ta gueule. Alors Claire, déterminée à innocenter Jean-Paul, retourne dans le squat à la recherche d'une preuve qui démontrerait l'existence de Marie. C'est dans l'atelier de Marie qu'elle va trouver ce qu'elle cherche. Je vous rappelle. Voilà. Ça suffit comme preuve, ça? Bon, il peut sortir maintenant? Ouais, s'il disait la vérité, c'était vraiment l'histoire la plus dingue de ma carrière. À 3 mois de la retraite. Un portrait robot de Marie est établi. Oui? Un type très maigre, entre 30 et 40, avec des cheveux noirs. Bougez pas, on arrive. On l'a retrouvé. On a retrouvé Yann. L'inspecteur ne croyait pas si bien dire quand il parlait de l'affaire la plus incroyable de sa carrière. Ce qu'il va découvrir dans les sous-sols du squat dépasse l'imagination. Vous savez, j'en ai vu des fêlés, des tarés dans mon métier. Mais alors, des comme ça. Il est mort, t'imagines? C'est un truc de fou, quoi. Elle a été jusqu'au bout de sa folie.
Mort comme le Christ. S'ils m'avaient écouté, s'ils avaient mis le paquet, là, on aurait peut-être pu le sauver. Donc vous êtes à 15 jours de la retraite. Vous mettez le paquet pour retrouver Marie. Petit orgueil de flic, peut-être, mais je pouvais pas partir en laissant cette affaire en plan. Ça m'aurait empêché de dormir. Alors vous écoutez les révélations de Jean-Paul Lacour et vous retrouvez trace de Marie à l'hôpital psychiatrique d'Épinay, c'est bien ça? Elle y a passé la moitié de sa vie. Elle s'appelle Marie Gauthier et elle a 33 ans. Vous aviez peur qu'elle recommence? On pouvait le craindre, en effet. Donc le temps presse. Vous vous êtes dit quoi? Que si vous vous donnez tant de mal pour créer une œuvre d'art, c'est bien pour l'exposer quelque part. Et où exposer un Christ en croix? La police va se mettre à le chercher dans les églises et les cimetières. Ces dessins étaient d'une précision redoutable. Marie recherchait l'authenticité, la vérité pure. J'ai appris à la connaître un peu. Elle mettait ses modèles en condition pour arriver à ce résultat. Et pour que la sculpture ressemble trait pour trait au cadavre. Et les recherches aboutissent. Plus vite que prévu. Sur la tombe du père de Marie, l'étrange sculpture est bien là. Elle ne se cachait pas plus que ça? Pas plus que ça, comme vous dites. Elle s'était tout simplement installée dans la maison de son père, inconsciente de la gravité de son acte. Et le mobile, c'était l'art. Je lui avais promis qu'il aurait le plus beau Christ du cimetière. Et ça, c'est de l'art. C'est le plus beau modèle que j'ai jamais eu. Le père de Marie est mort pendant son internement. Il était sculpteur, lui aussi. Il n'avait pas pu assister à l'enterrement, alors elle lui avait fait cette promesse. Le plus extraordinaire dans toute cette histoire, c'est qu'il ne reste plus rien, ni de son décor, ni de ses personnages. Le squat a disparu, bien sûr. Dès l'année suivante, en 1998, s'est levé l'ensemble de grands standings promis par le promoteur. Et le quartier tout entier a été bouleversé. Des rues nouvelles ont été créées, des espaces verts aménagés. Les protagonistes du drame ne sont plus là non plus. Si Jean-Paul est bien vivant, le père de famille parfaitement installé dans l'existence qu'il est devenu n'a rien de commun avec celui qu'il était alors. Quant à Marie Gauthier, bien entendu, elle n'a pas été jugée pour l'acte qu'elle avait commis. Elle a été reconnue irresponsable et internée dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Là, son état s'est rapidement détérioré. Elle a continué à dessiner avec frénésie, mais elle n'a plus été capable que de produire des gribouillis qui pourtant continuaient à provoquer en elle la même exaltation artistique. Elle s'est enfermée progressivement dans un monde à part dont, au dire des médecins, elle ne sortira plus. Et l'œuvre de sa vie, celle qui était à la base de tout et qui l'avait conduite au meurtre, elle n'est plus là, elle non plus. Une nuit, des inconnus se sont introduits dans le cimetière et ont arraché le Christ tragique sur la tombe de son père, alors il sert sans doute d'ornement dans la propriété de quelque amateur indélicat. Oui, aujourd'hui la page est bien refermée. La destruction programmée du squat a entraîné avec elle celle de ses éphémères occupants. Les immeubles disparaissent, mais les hommes aussi, avec leur folie, leur passion et leurs rêves.
Thank you.